Sinon, on est là sur une présentation des dispositifs d'accompagnement à la formation des publics en situation de handicap, hein. Donc, on va voir ensemble le JPALFEP, la RHF et le DFA. Traditionnellement, ce type de visio est porté par le dispositif Transition, qui n'existe plus. Hein. Donc, cette fois-ci, il sera porté par le Centre régional de ressources handicap et professions. Et c'est la captation d'aujourd'hui qui sera disponible sur notre site et notre chaîne YouTube. Donc, je vais laisser la parole à Pascal pour démarrer, sachant que je me charge de relayer vos questions que je vous demande de poser via le chat, hein, même si ça génère de l'échange dans la suite, euh, on va passer par le chat. Voilà. Pascal, à toi de jouer. Merci, bonjour à tout le monde. Donc, je me présente, Pascal Lobréau. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein. Pascal Lobréau, donc je suis chargée de mission donc, chez Alfep pour la ressource handicap formation. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, hein. Je ne suis pas venue seule non plus. Ma collègue Sylvie Roulant viendra présenter aussi une partie des missions d'Alfep. Une fois que Laetitia aurait fait sa propre présentation de la formation accompagnée. Laurent, c'est toi qui fais défiler le PowerPoint? Non, j'ai Ah, activé le bac de partage, donc tu peux le faire. alors là, je suis vraiment, alors là, je suis totalement de ma faute, hein. J'étais dans autre chose. J'arrive tout de suite. Hum, hum, Voilà. Alors, je partage tout de suite. Voilà, la présentation. Je vous le mets en Impeccable, diaporama. en mode diapo, et puis c'est tout bon. Allez, voilà. Voilà. Donc, Alfep, alors pour certains, hein, vous connaissez peut-être, Alfep, en fait, c'est le résultat de deux structures, hein, qui ont fusionné, anciennement Alpha H, hein, sur l'ex-Basse Normandie et le GIFEP sur l'ex-Haute Normandie. Donc, comme vous le voyez, nos financeurs sont l'État, l'AGFIP et le FIP. Alors, on va tout de suite rentrer un petit peu dans les explications un petit peu plus précises. Donc, Alfep, en fait, a pour vocation de faciliter la réussite des parcours des apprenants en situation de handicap. Donc là, on y reviendra après sur les deux offres de services. Mais Alfep, très rapidement, c'est un groupement d'intérêt public. Donc, je vous ai donné donc les financeurs. Cette offre de service, elle a été harmonisée à l'échelle de la région Normandie depuis juillet 2018. Avant, donc, comme je vous disais, on était deux entités, mais avec le même cœur de métier, l'accompagnement des alternants en situation de handicap. Et donc, depuis maintenant 2019, on a déployé une autre offre de service dont je vais vous parler juste après, qui permet d'accompagner, enfin de proposer un suivi, des préconisations, etc., sur tout type d'apprenants. Donc, on est une équipe d'experts répartis sur l'ensemble du territoire normand. Vous aurez une petite, un petit récapitulatif donc des différentes collègues, hein, qui interviennent par leur secteur géographique. Parce qu'on est vraiment sur les 5 départements, et pas aussi simplement que de se dire c'est une sur tel département, une autre sur tel autre département. Donc le découpage est un peu fait différemment. Donc, Alfep, 2 offres de services. La première, la ressource handicap formation, que moi je vais développer un petit peu plus ici. Et la deuxième, l'accompagnement des alternants en situation de handicap. Donc là, je laisserai la parole après le DFA à ma collègue Sylvie Roulant qui vous présentera donc plutôt cette offre d'accompagnement des alternants. Donc moi, je vais vous présenter donc cette ressource handicap formation qui est en fait
une offre de service de la GFIP, enfin, qui est un service de la GFIP déployé au national. Donc, peu importe la région dans laquelle vous êtes, l'ARHF existe. Elle a les mêmes objectifs, peu importe la région, sauf comme en Normandie. Donc, le choix de la GFIP en Normandie a été de le faire déployer par Alfep, de par son expertise, de par son cœur de métier, qui était déjà de travailler sur le champ du handicap. Donc, cette RHF, je vais y venir un peu plus précisément. Donc, elle permet d'actionner le levier de la compensation. Donc, voilà, pour toute personne demandeur d'emploi, c'est-à-dire la formation professionnelle, des salariés ou des alternants. Donc, on exclut, alors le terme est un peu péjoratif, mais on n'intervient pas auprès des personnes qui sont en Oh, formation Bella, initiale. Donc, bien voilà. entendu. Donc, tout ce qui est oui, formation initiale, hein, étudiant ou même précédemment, enfin, sur un Ulysse, enfin, qui est en classe Ulysse ou autre. Donc là, on ne va pas intervenir, hein, ça reste éducation nationale. Et donc, la RHF a pour vocation donc, de sécuriser les parcours de formation. Donc, 3 volets pour cette ressource handicap formation. Je ne vais pas forcément vous les relire ici. On va tout de suite, je vais tout de suite vous présenter le premier volet. Donc, le premier volet, on est dans de l'appui aux situations individuelles. Concrètement, vous avez une personne, vous accompagnez une personne en situation de handicap. Pour que nous, alors, précision, pour que nous, on puisse intervenir, il est important que la reconnaissance travailleur handicapé soit avérée, donc déjà en place, ou que la demande soit faite, au moins, et qu'il y ait un accusé de réception. La ressource handicap formation ne pourra pas intervenir si la reconnaissance n'a pas été à minima demandée et lancée, hein. Donc, on n'intervient que lorsque le handicap est avéré. Donc, on va intervenir, alors, dans l'idéal, en amont des formations. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être une personne donc salariée, une personne demandeur d'emploi, stagiaire de la formation professionnelle, ou une personne en alternance, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage. Donc, c'est pour permettre à chacun donc, de pouvoir bénéficier de cette égalité de chance, hein, face à la formation de droit commun. On intervient dans cet appui sur tout type de formation. Donc, aussi bien les formations qualifiantes et professionnalisantes que sur des formations d'orientation, hein, du hashtag avenir, de l'inclus pro ou de la formation professionnelle. On parlait de salariés tout à l'heure, ça peut être une formation SST, ça peut être un permis CACES. Donc, on intervient vraiment sur tout type de formation. Donc, l'objectif, J'ai c'est… déjà 2 questions, Pascal. D'accord. À savoir, est-ce que ça concerne les personnes en ESAT et les jeunes de 16 ans? Alors oui, oui, les jeunes, s'il y a une formation, oui, mais hors formation initiale. S'ils sont sur un collège, hein, s'ils sont en classe Ulysse, ou en SECPA, enfin peu importe, là, on ne va pas pouvoir intervenir dans l'éducation nationale. Pour la personne en ESAT, c'est si la personne en ESAT fait une formation de droit commun. Hein, mais c'est des choses, alors c'est des cas très, très particuliers. Après, il sera intéressant qu'on puisse en échanger, de manière très, très individuelle pour voir un petit peu comment on peut faire, hein. Donc, mais ça, voilà, il y a des choses qui sont possibles. Donc Si l'objectif, tu ouais, peux juste définir ce que tu mets derrière formation de droit commun. formation professionnelle, heu après oui, enfin, parce que c'est pas uniquement, alors on n'est pas sur formation uniquement région, hein, voilà, une formation de droit commun, c'est une formation, je ne sais pas le définir, je suis désolée. Là, vous me posez une colle. Tout type de formation existant, il ne faut pas que ce soit, par exemple, pour la personne qui est en ESAT, une formation déployée, par la structure ESAT dans l'ESAT, hein. Il faut que ce soit une formation pour une préparation éventuellement à une sortie,
et à envisager après, oui, d'aller vers le milieu ordinaire, hein, donc mais ça, voilà, quand c'est des questions, voilà, très, très pointues comme ça, faudra surtout pas hésiter à nous recontacter, hein, pour qu'on puisse, identifier véritablement voilà, les objectifs, le public, savoir si ça colle et cetera, hein, donc il y C'est a ce pas que de j'allais dire. Dans le doute, on t'appelle et on vérifie oui, oui. l'éligibilité, en fait. Oui, 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 parce que ça nous arrive, hein, d'avoir des cas très, très particuliers auxquels on ne sait pas forcément répondre tout de suite. Donc, voilà, on a besoin aussi d'avoir l'avis de nos financeurs, principalement de la GFIP, hein, par rapport, effectivement à l'intervention de la ressource handicap formation. Merci. Juste pour terminer sur l'appui aux situations individuelles, on est vraiment dans un objectif d'aide à l'identification et à la recherche de solutions de compensation. Quand je parle solutions de compensation, on est dans de la compensation technique. Ça peut être, pour exemple, un fauteuil ergonomique, hein, voilà. Ça peut être, un logiciel spécifique pour quelqu'un qui a des troubles 10, un stylo scan. Voilà, on est vraiment dans de l'identification de matériel technique. On n'est pas tout seul, on peut se faire aider aussi d'experts, voilà, de prestataires externes pour, quand il y a des besoins plus pointus. Dans de la compensation humaine, pour quelqu'un qui est sourd et qui a besoin d'une interface de communication ou d'un traducteur en langue des signes. Donc on travaille aussi avec, ce type de public. Des compensations pédagogiques, surtout pour les troubles cognitifs, hein, savoir un petit peu quels sont les outils, comment on les met en place pour faciliter les apprentissages. Et organisationnel, on est plutôt là dans il faut savoir, par exemple, que pour une personne qui rentre en apprentissage, qui a une reconnaissance travailleur handicapé, si la personne rentre pour un CAP de 2 ans, sur 2 ans, sa reconnaissance lui permet qu'on organise les choses sur 4 ans maximum, 3 voire 4 ans. Donc c'est important aussi, hein, de voir ça. Donc voilà un petit peu les choses. Donc on va intervenir dans l'idéal en amont de la formation ou au moins au début de la formation pour pouvoir faire un diagnostic, faire des préconisations et voir ce qui peut être mis en place, hein, donc voilà. Le deuxième volet de la ressource handicap formation, c'est dans l'appui conseil, à une politique d'accessibilité. Alors ça, c'est un gros morceau qu'on déploie depuis le début de l'année, mais principalement depuis, avril, qui va concerner les organismes de formation, donc toute structure de formation normande, pour les accompagner, leur apporter un appui sur leur démarche de progrès par rapport à leur accessibilité. Et quand on parle accessibilité, on ne parle pas uniquement accessibilité des locaux, hein, bien entendu, au contraire, c'est vraiment une toute petite partie, mais on parle accessibilité de l'outil de formation. Donc ça, c'est vraiment un gros travail. On a déployé donc au niveau national, mais on en a une en Normandie, précisément, une plateforme. Ça, c'est vraiment ça s'adresse aux organismes de formation. C'est pour ça que je ne vais pas, voilà, aller trop loin. Mais dans l'idée, c'est de plus un organisme de formation va se rendre accessible, plus, on sera dans de l'inclusion, dans la facilitation des parcours des personnes en situation de handicap et de prise en compte de ces parcours. Donc c'est pour ça que c'est vraiment l'objectif, parce que l'objectif de la formation, c'est de se former, oui, c'est une chose, mais après l'objectif, c'est d'aller plus loin, puis d'aller justement de se former pour aller vers l'insertion professionnelle, vers un emploi. Donc voilà, donc ça peut être important. C'est une étape importante dans le parcours d'une personne, hein. Donc voilà, donc on propose, ce volet-là, accessibilité. Le troisième et dernier volet de la ressource handicap formation, qui est là plutôt dans la professionnalisation des acteurs, en sachant qu'on ne va intervenir que, principalement dans comment dire? Dans l'information, hein, donc faire de l'information sur le réseau des référents handicap, sur la professionnalisation des acteurs, sur les remontées un petit peu de ce qui existe, des problématiques que peuvent avoir les différents acteurs et partenaires pour essayer d'apporter des solutions. Donc je reviens rapidement, pareil, ça ne va concerner là
le réseau des référents handicap, c'est une communauté numérique qui s'adresse donc uniquement aux référents handicap des structures de formation, pas des entreprises, hein, des structures de formation en Normandie. C'est porté par le CARIFOREF, enfin déployé par le CARIFOREF, porté par l'État, la région, la GFIP et le FIP, pour permettre aux référents handicap des structures de formation d'avoir de l'information, des webinaires, des outils, des échanges, etc. Et en fait, il y a une animatrice, hein, qui est présente, mais nous, en tant que RHF, on est là dans la co-construction et la co-animation justement de certains webinaires qui peuvent être intéressants et qui peuvent permettre donc aux référents handicap des structures de mieux prendre en compte leur mission et d'aller un petit peu plus loin dans l'accueil des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il existe une liste de ces référents handicap qu'on peut solliciter au sein des OF? Alors, pardon, il n'y a pas de liste. Je sais que la GFIP avait été contre de diffuser une liste là, des référents handicap qui étaient inscrits sur la communauté, parce qu'en fait, il y a un turnover qui est aussi quand même assez important et que les référents handicap changent, voilà, tout évolue. Par contre, vous appelez un organisme de formation, vous demandez le référent handicap, là au moins vous êtes sûr de tomber sur la bonne personne. Donc il y a eu ce souhait de ne pas diffuser de liste qui est en mouvement perpétuel, on va dire. Alors pas dans toutes les structures, hein, mais voilà. Et donc sur la professionnalisation du CARIFOREF, donc là qui s'adresse à tous les acteurs, donc vous présents, de l'insertion et de la formation professionnelle. L'axe 5 hein, du CARIFOREF, hein, alors il y a d'autres axes, hein. Moi je vous parle que de l'axe 5 puisque c'est sur le champ du handicap, qui va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension. Alors, on est bien sûr sur des actions courtes, donc c'est 1 jour, 2 jours maximum, 3, allez, 2,5 sur certaines actions. On est en présentiel, en distanciel, en fonction du type de proposition. Par contre, effectivement, voilà, il y a cette possibilité d'avoir un premier niveau d'information. Alors, parfois un peu au-delà, mais voilà, c'est pas parce que vous aurez suivi la formation sensibilisation au handicap psychique et au handicap intellectuel que vous serez un professionnel de ce type de handicap. Mais ça permet d'avoir une approche et puis voilà, d'être sensibilisé, de mieux comprendre les choses. Juste petite précision, l'action 5.1, l'action socle pour les référents handicap, donc elle, comme son nom l'indique, est réservée aux référents handicap des structures de formation. Si vous allez sur le site du CARIFOREF, sur le lien qui est donné ici, vous arrivez directement sur les formations et vous avez les programmes, les dates, le public, donc à qui ça s'adresse, qui dispense cette formation. Donc vous avez vraiment toutes les infos. Et alors là, je vais revenir en arrière puisque ce sera ma collègue qui interviendra après, voilà, après Laetitia. Donc, je vais laisser la parole à Laetitia qui va vous présenter son dispositif. Voilà. Alors, Avant, si vous avez des questions sur la oui, RHF, c'est le moment. n'hésitez pas. Il faut juste que j'arrête mon partage. Voilà. Alors, sur le chat, je n'ai pas de questions en D'accord. particulier. Bon, on verra après par la suite. Ouais. Quelle démarche pour vous solliciter? Alors, à la fin du PowerPoint, vous aurez nos coordonnées. Avec l'adresse générique, le numéro de téléphone du standard. Donc, vous pouvez nous contacter là directement et nous, après, en fonction du secteur, de la demande, voilà, on répartit et on voit qui intervient et qui peut répondre. Donc, vous inquiétez pas, vous avez les coordonnées à la fin du PowerPoint. Alors, je tiens à préciser aussi que les supports vous seront envoyés courant juillet. Voilà. Écoute, Laetitia, si tu veux prendre le relais. C'est bon. Bonjour à tous. Je suis Laetitia Oliten, je suis chef de service à l'EPNAC et je vais vous présenter la formation accompagnée. Hop. Partager.
Est-ce que vous voyez le support? Oh, ça avance tout seul. Oui, mais on ne l'a pas en plein écran. En fait, on a ton écran à toi, vraiment. Alors, comment je peux faire? C'est une bonne question. Dans les Euh, paramètres d'affichage, Laetitia, tout en haut, tu dois pouvoir inverser. Afficher? Non. C'est bon. Je ne sais pas si tu as tout en haut de ton écran, tu as afficher la barre des tâches et tu as paramètres d'affichage. Tu n'as pas ça? Non, Ah mince. Ça peut être pratique. j'ai pas de paramètres. J'ai des choses en bas, mais ça. Avec F6. Et si tu mets masqué le mode présentateur? Si tu reviens sur tes petits Je- points là, masquer le mode présentateur. Ah oui, Ah, bah voilà. Donc là, en mode diaporama à partir du début, et normalement, on est bon. oui, je veux pas. Il veut pas. F5. J'ai pas F5, moi. Il veut pas. Ah oui, c'est bon, mais j'ai pas. Voilà. Bon, c'est un peu bizarre. Est-ce que vous le voyez en plein écran? On ne l'a pas en plein écran, mais c'est lisible. Bon, bon. Ah, c'est parce que j'ai 2 écrans. C'est pour ça. Ouais. Donc, vous voyez mon écran. Bon, on va faire comme ça. Par contre, ça rame. Ça a du mal. Alors, la formation accompagnée est un dispositif qui est géré par la région et financé par l'ARS, qui concerne les personnes en situation de handicap qui souhaitent se former. Donc, quand on dit formation, c'est tout type de région, formation financée par la région, contrat d'apprentissage. Donc, ça peut être formations qui sont faites à l'AFPA, au Greta, en CFA, en MFR. Et comme pour Alfep ou pour la RHF, c'est hors formation initiale, donc hors formation scolaire. On propose du coup un accompagnement médico-psychosocial à ces personnes qui rentrent en formation. Donc concrètement, on va pouvoir accompagner les personnes qui ont une reconnaissance du travailleur handicapé ou une reconnaissance en cours. Au moins que ces personnes soient connues de la MDPH, parce qu'avec le public jeune, on se rend compte que la majorité, ils ont pas du coup la reconnaissance, mais si au moins ils sont connus de la MDPH, nous, comme on est en lien avec la MDPH, on peut faire les demandes de reconnaissance en même temps que les demandes de formation accompagnée. Les personnes doivent avoir un projet d'intégrer une formation. Nous, on va pas être là pour travailler le projet, mais on va plutôt être là en fin de finalisation. En fait, en gros, il faut que le secteur d'activité soit validé. Après, si le centre de formation n'est pas encore choisi, là, mais au moins le secteur d'activité. Il faut avoir des besoins d'accompagnement tout au long de la formation, et c'est en ça où nous, on va être très rigoureux en fait là-dessus. On va proposer un accompagnement très, très renforcé, avec un référent de parcours, une équipe pluridisciplinaire et du coup avec des points très, très, très réguliers. Donc, il faut que la personne elle ait ses besoins d'accompagnement. On va pas aller sur des personnes qui ont des besoins ponctuels en début de formation ou alors en fin de formation, exclusivement. Et c'est en ça où nous on va évaluer. Et dernier point, donc il faut une notification d'orientation de la MDPH. Donc en ça, on vous accompagne sur cette notification. C'est assez fluide, puisque je fais des points avec toutes les MDPH très régulièrement. Et quand on a une demande, en fait, on fait le point avec la MDPH, ce qui fait qu'on est sur un process un peu différent, ce qui fait que ça va quand même relativement vite par rapport à ce dossier. Est-ce que les salariés de HOP peuvent être concernés Les salariés d'entreprises adaptées? S'ils rentrent en formation, oui, pour le coup. C'est en fait la condition, ça va être la formation. Si c'est une formation région, contrat d'apprentissage, contrat pro, oui. D'accord. Et d'une période de pro au sein d'un CDI, vous pouvez intervenir aussi?
Alors, je ne sais pas. Je sais. On n'est pas sur du Question contrat de pro, on est sur un salarié d'entreprise adaptée qui est en CDI Je suis et gentille, maman. qui fait une période de professionnalisation. Ah, bonne question. On n'a jamais eu la situation, mais à étudier, en fait. Voilà. J'ai le chic, hein. Ouais. On peut aussi accompagner, et ça c'est la nouveauté, les travailleurs ESAT, parce que ça, il y a eu un gros doute. Et donc, ça a été acté la semaine dernière avec l'ARS, où on a un process du coup qui est posé avec les ESAT. Donc, un travailleur qui du coup ESAT part en formation, on va pouvoir du coup l'accompagner en partenariat avec les ESAT. Donc, comment on accompagne? Il y a un référent de parcours et une équipe pluridisciplinaire. Les référents de parcours sont répartis sur toute la Normandie. C'est un dispositif qui est porté par l'ADAPT et par l'EPNAC, ce qui nous permet de couvrir les 5 départements. Aujourd'hui, il y a 7 référents de parcours et ces référentes, en fait, sont vraiment sur leur territoire, entre guillemets. Donc, on a une personne dans l'Orne, dans la Manche, en Seine-Maritime, on en a plusieurs, dans le Calvados. Ce qui permet, en fait, à la personne d'être vraiment accompagnée à côté de chez elle. Et l'équipe pluri, en fait, ce sont les équipes à la fois de l'ADAPT et de l'EPNAC, où aussi, en fait, on travaille avec des prestataires, en fait, sur place. L'idée étant de pouvoir vraiment accompagner la personne au plus proche de chez elle. Donc, c'est un accompagnement de très renforcé, à minima une fois la semaine, mais au maximum une fois tous les 15 jours. Et le référent de parcours va coordonner, en fait, tout ça. Le référent de parcours, il fait le lien entre le stagiaire, le centre de formation, l'employeur, notre équipe pluridisciplinaire. On va pouvoir accompagner à la fois le stagiaire, le centre de formation du coup et l'employeur. Et l'équipe pluridisciplinaire est composée donc infirmières, plusieurs psychologues, psycho du travail, neuropsy, et psychocliniciens, ergothérapeutes, assistantes sociales, conseillers en insertion. Enfin, on a vraiment une batterie en fait en fonction des besoins. Et ces équipes en fait accompagnent, donc ces équipes se déplacent. On a des psys, notre neuropsy qui est souvent en lien avec le centre de formation, justement pour sensibiliser les formateurs. Elle peut aussi, l'ergothérapeute vient voir l'employeur, donc voilà. J'ai Donc, Madame Jouan de l'entreprise adaptée à CTP qui demande, dans le cadre d'un apprenti mineur, est-ce que c'est complémentaire à oui, l'accompagnement fait par l'ALFEP? non. En fait, c'est parce qu'on est vraiment sur des profils vraiment, vraiment différents. Sur la formation accompagnée, on est sur des profils plus atypiques, avec un remboursement, vraiment avec l'accompagnement médico-social. Donc, en fait, c'est des profils, soit les personnes sont accompagnées par Alfep, soit par nous. Voilà, mais c'est pas les deux. Euh, et du coup, c'est en ça en fait où l'évaluation, nous, on rencontre du coup la personne, on fait l'évaluation des besoins et c'est en ça, nous, on va regarder quels sont les besoins d'accompagnement. On est par exemple sur des profils, alors clairement, travailleurs ESAT, là, on est sur la cible, des sortants Ulysse avec des besoins, parce que c'est même pas, parfois, il y a des jeunes qui sortent d'Ulysse, ils n'ont pas de besoins importants. On est vraiment, il faut se dire que si on n'est pas là, l'entrée en formation ou en tout cas le parcours de formation est vraiment, vraiment remis en cause. L'intérêt aussi, nous, donc on a besoin de connaître la personne suffisamment tôt, avant même qu'elle rentre en formation, parce que ça peut l'aider. Sur les formations financées par la région, il y a un test du positionnement et du coup, le fait quand le centre de formation sait qu'il y a un DFA qui va accompagner la personne, ça peut favoriser l'entrée en formation. De la même façon pour les employeurs, pour l'apprentissage. Nous, on rencontre du coup l'employeur avant en disant, bah voilà, si vous signez avec cette personne, nous, on sera là en cas de difficulté. Donc, c'est pourquoi on a besoin de connaître du coup la personne très tôt. Voilà, j'ai fait le tour. Les contacts, donc ce sont les contacts soit de l'EPNAC, soit de l'ADAPT. Il y a des répartitions un peu géographiques, mais en gros, ancienne Basse-Normandie, plutôt l'ADAPT, Haute-Normandie, plutôt nous, sachant qu'on est sur le Sud-Manche, enfin voilà. Ça, c'est nos numéros directs. N'hésitez pas à appeler, de toute façon, on travaille du coup en collaboration, donc voilà.
J'avais une question de la mission locale qui demandait que s'il fallait faire une demande complémentaire auprès de la MDPH, à qui je me suis permis de répondre qu'elle vous sollicitait Oui, directement ouais, et que vous portiez le dossier auprès de la MDPH. exactement. Vaut mieux en fait que nous, on porte le dossier, ça va aller beaucoup plus vite. Parce que moi, je fais un point soit une fois tous les 15 jours, soit tous les mois, en fonction des MDPH, ce qui fait que ça accélère en fait les demandes. Quand elles sont envoyées sans passer par nous, je me rends bien compte que bah, parfois, ça met plus de temps, quoi. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ah, j'ai une question effectivement. Est-ce possible en complémentarité avec l'accompagnement d'un DITEP? Oui, parce que du coup, alors c'est plus à la marge, mais effectivement, alors si les choses sont bien posées avec, s'il y a des besoins, de enfin, on l'a fait une fois. C'est-à-dire que le DITEP est resté du coup dans la boucle, et nous du coup on appuie, effectivement. Impeccable. Je me permets juste de compléter pour Laetitia, parce que tu n'as peut-être pas vu dans le chat, Laetitia, à un moment, tu étais en train de parler. Il y avait des questions sur l'équipe pluri et sur les passes. Voilà, donc on est effectivement sur des choses différentes. Ah oui, Le DFA a vraiment son équipe pluridisciplinaire qui peuvent faire intervenir. Donc Laetitia l'a présenté. Nous, en tant que RHF, on n'a pas cette équipe pluridisciplinaire. Donc on peut faire appel effectivement au PASS de la GFIP, hein. Donc, mais les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble. Voilà. En fait, nous, la différence, c'est que l'équipe pluridisciplinaire, elle va vraiment accompagner tout au long de la formation. Si c'est une personne qui a besoin d'un accompagnement psy, clairement, elle va être présente tout au long de la formation. Voilà. Que les passes, c'est plutôt ponctuel. Voilà. Je peux poser une question? Mais bien sûr. Ah, pardon, je ne savais pas si j'étais entendue ou pas. Concrètement, j'ai un exemple. Par exemple, j'ai un salarié avec une RQTH qui souhaiterait se former au titre d'auxiliaire de vie. Vers quel dispositif je dois plutôt l'accompagner? Vers quel dispositif je dois plutôt l'orienter? Ça va Formation accompagnée ou plutôt ressources handicap? Ça va dépendre de ses besoins en fait d'accompagnement. Si c'est une personne qui a vraiment des besoins importants et si vous pensez que l'équipe pluridisciplinaire pourrait être peut être du coup enfin peut trouver sa place dans l'accompagnement, ça serait nous. Si c'est une personne qui a juste besoin, enfin qui a besoin d'un référent, mais sans l'équipe pluri, voilà, c'est plutôt RHF à le faire. D'accord. En fait, Ok. pour schématiser, hein, la RHF, on est plus sur un besoin ponctuel au préalable de l'entrée en formation ou tout au début de la formation. Ouais. Et l'accompagnement DFA, on est plus sur du long terme, sur l'ensemble de la formation. Ok. Ok. Et après, voir si vraiment il va sur cette orientation, sur son auxiliaire de vie, sur cette formation-là. Mais par exemple, aujourd'hui, ça va, mais demain, s'il y a une rupture de traitement, est-ce que peut-être que ça pourrait être nécessaire qu'il soit en formation accompagnée, enfin sur le DAFA ou pas? Il faut qu'on rencontre, en fait, nous, on fait des évaluations Ouais, de besoins. d'accord. Alors, Ok. effectivement, nous, on rencontre beaucoup de monde. Au final, je crois que l'année dernière, on a rencontré 370 personnes, on en a accompagné 45. Vous voyez, D'accord. voilà, on Ok. fait vraiment beaucoup d'évaluations et après, on fait du relais. Ok. On sent, voilà, D'accord. on sent que. Ok, ça peut être Voilà, intéressant, d'accord, de faire une évaluation. Alors, ok. voilà, tout à fait. Ok, parfait. Merci. Je vous en prie. Dites-vous bien que de toute façon, voilà, peu importe qui vous contactez, nous, on fonctionne de toute façon, voilà, ensemble quand il est arrivé que des situations nous soient adressées et que, on se rende compte que ça relevait plutôt quand même du DFA parce que, voilà, il y avait quelque chose d'assez complexe et vraiment des besoins spécifiques. Et à l'inverse, voilà, le DFA a déjà rencontré des personnes en se disant non, ça relève pas du tout du DFA. Donc, nous contacter pour nous faire le relais. Donc, il y a un relais qui se fait, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. D'accord.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, si je peux me permettre. Lorsque l'on accueille un apprenti, alors Jocelyne Jouan dans entreprise adaptée, lorsqu'on accueille un jeune en apprentissage, comment on peut savoir le besoin qu'il va avoir besoin en fait? Ben oui, c'est l'évaluation en fait. Effectivement, il faut Ouais, nous contacter et on fait l'évaluation. C'est nous qui le faisons. Du coup, d'accord. enfin, c'est compliqué pour vous de vous rendre compte au final. Donc, Ouais. voilà. Et du coup, Alors, c'est au nous en présentiel, EA, c'est comment ça se passe? Vous vous nous en déplacez? EA, Aramis a cette capacité à vous donner une première orientation, à savoir solliciter plutôt un tel ou un tel, ce qui vous évite de tâtonner en fait. D'accord, merci. Et après, il faut appeler l'une d'entre nous en fait. Et puis l'évaluation se fait et nous, on fait du relais entre nous. En fait, voilà, tout simplement. Oui, bonjour, vous m'entendez? Amélie Fossé, moi je suis CIP sur le chantier d'insertion sur Granville, le PEPS. Moi j'ai déjà fait appel des FA du coup, dans le secteur, des FNAC, pour un salarié, donc je connais un petit peu, mais en fait j'ai toujours des soucis à savoir parce qu'il faut une notification d'ANDIA pour pouvoir être accompagné en FA. Comment les salariés Excusez-moi. qui n'auraient pas cette orientation d'accompagnement, je me rappelle, vous l'avez peut-être soulevé cette question, mais j'ai dû m'absenter de quelques instants, pour pouvoir solliciter l'accompagnement des Alors, femmes. en fait, pour solliciter l'accompagnement, il n'y a pas besoin de notification parce que ça, nous, l'évaluation, on l'a fait sans notification. Au niveau de la formation accompagnée, il faut une notification MDPH, mais nous, on vous accompagne du coup sur cette notification et quand les dossiers passent par nous, ça va plus vite. RHF, Alfep, il n'y a pas de notification. Voilà, c'est ça. Il faut la reconnaissance. Voilà. Ouais, c'est ça. Effectivement, je pense que je vous solliciterai par la suite, sur la RHF, effectivement, j'ai bien compris les différences ponctuelles ou sur le long terme, effectivement, sur la durée. Donc, effectivement, j'accompagne pas mal de demandeurs d'emploi avec RQTH, avec des besoins et des projets d'entrée en formation. Du coup, c'est super intéressant, l'information de ce matin. Merci. On va pouvoir laisser la parole à Alfep. Oui, bonjour à toutes et Alors, tous. ouais, Sylvie, juste, hein, je partage je partage le PowerPoint, comme ça tu as un support pour pouvoir. Même si tu peux te débrouiller sans support, ça sera quand même plus parlant pour les personnes. Oui, mais voilà, tout à fait, vas-y. Voilà, je te laisse la parole. Ok, donc bonjour à nouveau à toutes et tous. Donc moi, je suis Sylvie Rouland, je suis chargée de formation handicap, à savoir que j'accompagne les alternants, soit sur un contrat d'apprentissage ou un contrat en professionnalisation, sur la globalité de la formation. Donc, en premier, enfin, on participe quand même aux EESS, hein, on rencontre les familles, les IME, les CESAD, les ITEP, pardon, lorsqu'ils ont effectivement des jeunes qui ont pour projet d'entrer en apprentissage ou en contrat pro. Donc, nous, pareil, alors moi, ce que je fais en amont, quand même, très en amont, le plus possible, c'est que lors de cette première rencontre, hein, que ce soit en ESS ou autre, on évoque le montage du dossier de demande RQTH si ce n'est pas fait, hein, de façon à ce que les CFA puissent être pris en considération par rapport au financement des adaptations ou des compensations au handicap. Idem d'ailleurs pour les entreprises. Donc, dans un premier temps, voilà, c'est vraiment là-dessus que moi, je monopolise mon temps au tout départ, hein, c'est le montage du dossier RQTH. Donc, pour qu'on puisse nous intervenir, il nous suffit que la demande soit faite, hein, le récépissé, l'accusé de réception, nous suffit pour commencer à intervenir. Donc, on travaille en partenariat avec les CFA et le référent handicap, les MFR
et puis pour tout organisme de formation qui promulgue ce genre de formation. Donc, dans un premier temps, voilà, rencontre avec le référent handicap de façon à faire les évaluations et puis une grille pour mettre en place, pour projet de mettre en place toutes les compensations de handicap qui seraient nécessaires pour le bien-être et du jeune ou moins jeune en formation. Donc là, le partenariat avec le référent handicap est très, très important puisque voilà, c'est lui qui rassemble un petit peu la totalité des éléments, des documents, de façon à pouvoir lui mettre en place les choses sur son CFA avec les formateurs ou profs et voilà, mettre en place au quotidien, j'ai envie de dire, lorsque les jeunes sont en CFA, pour que tout aille pour le mieux. Hein. Exemple, mettre en place, voilà, avoir les cours avant, de façon à ce que le jeune puisse être en cours quand même, bien sûr, mais ne s'attache qu'à l'écoute, j'ai envie de dire, qu'il n'y ait pas de double tâche, apprendre et les notes et le cours, étant donné qu'il aurait eu le cours un petit peu en amont, donc s'il s'est plongé, parce que ça, voilà, c'est pareil, c'est pas toujours le cas, mais si voilà, s'il a regardé son cours un petit peu en amont, c'est beaucoup plus facile pour lui de suivre le cours au CFA, et donc du coup de pas décrocher. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on peut mettre en place au niveau des CF1 sur les cours qui sont donnés en général une fois par semaine quand c'est des CAP, un petit peu plus quand c'est des bacs pro. Ensuite, on va visiter les entreprises. Là, pareil, le premier rendez-vous, de façon générale, il y a déjà voilà, leur signaler qu'ils ont un droit financier par rapport à l'accueil d'un jeune en situation de handicap. Donc, un dossier financier monté auprès de la GFIP. Ensuite, voilà, on sensibilise l'employeur de façon à ce que voilà, il ne soit pas surpris de tel ou tel comportement par rapport au tel ou tel jeune. Et puis, voilà, on met en place des petites compensations qui peuvent aider, j'ai envie de dire, tout le monde, hein, que ce soit l'employeur, que ce soit les collègues ou le salarié en situation de handicap lui-même. Donc voilà, ça peut être des petites choses, hein, des repères visuels, des couleurs, voilà, la répétition des consignes écrites, consignes orales, tout un tas de petites choses qui font qu'au final, c'est beaucoup plus facile pour l'apprenti. Et puis, c'est plus, comment dire, plus facile aussi pour l'employeur à partir du moment où il sait que s'il passe par telle chose pour communiquer et pour que le jeune intègre et enregistre la consigne, voilà, il vaut mieux faire comme ça que comme ça, ce sera plus simple, ça ira plus vite et tout le monde sera content. Donc, voilà, donc tout ça, toutes ces visites entreprises, bien sûr, j'en réfère au référent handicap du CFA. Ensuite, lorsque le jeune est en rupture, parce que ça arrive, donc moi, je fais la démarche avec le jeune, hein, de la premier rendez-vous à la mission locale, Cap Emploi ou Pôle Emploi. Enfin, Pôle Emploi en général, c'est juste l'inscription, hein, que je fais généralement en ligne avec le jeune. Ensuite, voilà, mission locale, je m'attache à être sur le premier rendez-vous, de façon à passer le relais le plus correctement possible, parce que souvent les jeunes ne disent pas tout du premier coup, et du coup, voilà, ils perdent un petit peu de temps, soit sur une réorientation, soit voilà, sur une recherche type. Sylvie, Voilà. Oui. est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur la visite entreprise, préciser le premier point abordé? Alors, le premier point abordé de façon générale avec l'entreprise, voilà, c'est une sensibilisation de façon à ce qu'il sache que voilà, le jeune qu'il reçoit en apprentissage a des particularités, a des besoins spécifiques. Alors, je vais prendre en exemple un jeune qui ne retient pas une consigne. Voilà, c'est des petites affichettes, c'est des petits repères visuels. Soit alors en boulangerie, par exemple, ça peut être juste au-dessus du plan de travail, où effectivement, il y a les étapes pour faire le pain. Il y a les étapes pour faire ceci ou cela de façon claire. Et au bout d'un moment, de toute façon, ça devient tellement automatique que voilà, on peut changer les fiches et puis progresser, aller de l'avant vers les pains spéciaux, par exemple.
Alors, j'ai le souvenir d'un jeune qui était accompagné par le DASA à l'époque, mais il y a une vingtaine d'années, hein, en CAP de pâtisserie, et qui n'avait aucun sens des proportions et pour qui on avait monté un système de boîtes de couleurs pour qu'il puisse faire la différence entre 10 centilitres et 1 litre. Hein. C'est ça, Et voilà. 3-4 mois après, il n'avait plus besoin des boîtes de couleurs parce qu'il avait acquis justement ce processus. Voilà, c'est ça. Mais c'est tout à fait ça. Voilà. En sachant que pour les jeunes aussi qui rencontrent des difficultés sur les savoirs enfin de base, mais de base en même temps spécifiques à leur travail, donc on va rester sur la boulangerie-pâtisserie, les proportions, par exemple, les pourcentages, par exemple, on peut mettre en place sur le temps en entreprise et avec l'accord de l'employeur des séances de soutien sur lesquelles ils vont travailler selon leurs besoins, les choses très spécifiques en rapport direct avec leur travail. On ne reprend pas forcément les cours du CF1, mais voilà, on fait avec des petites choses spécifiques qui, justement, comme les boîtes de couleurs, font que le jeune, il enregistre mieux et puis ça devient effectivement beaucoup plus simple pour lui. Alors, on peut aussi effectivement reprendre pendant ces temps-là les cours sur les CFA, des choses qui n'ont pas été comprises, ou alors des fiches à faire. Et puis là, le jeune ne sait pas trop comment faire. Donc voilà, on le guide sur l'élaboration de ces fiches-là. Voilà, on le prépare aussi. Ça peut être la demande spécifique, mais c'est pareil, en fonction des besoins. Ça peut être la préparation à un oral, par exemple. Moi, je pense à des gens, notamment, j'ai le cas cette année avec un jeune qui bégayait. L'oral, c'est très compliqué, donc on lui a fait passer un maximum de choses à l'écrit, ça c'est dans les compensations. Mais il va rester un petit peu d'oral quand même. Et donc là, du coup, voilà, on le prépare sur son oral de façon à ce qu'il, lui, déjà, soit beaucoup plus à l'aise parce qu'il y a une meilleure maîtrise et puis que ce soit bien plus simple et plus fluide aussi pour les examinateurs, pardon. Voilà, donc on essaie vraiment de faciliter les choses au maximum, de façon à ce que les jeunes puissent accéder à leur diplôme, aller plus loin s'ils le souhaitent. Et puis en cas de rupture ou en cas de fin de contrat avec pas de solution, on passe de toute façon nous le relais. Alors en général, voilà, moi c'est des jeunes, c'est plutôt mission locale. Voilà, on passe le relais. Je crois que j'ai fait le tour aussi, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a un nombre minimum de visites en entreprise? Alors, j'ai envie de dire oui et non. J'ai envie de dire non, d'ailleurs, parce que c'est en fonction des besoins. Il y a un minimum quand même. On y va minimum 3 fois, 4 fois dans l'année. Enfin, ouais, c'est à peu près ça. Il y a des jeunes pour qui il y a plus de besoins. Il y a des employeurs aussi pour qui il y a plus de besoins, qui ont besoin de savoir qu'on est là et bien présent et qu'on puisse répondre à leurs appels quand c'est nécessaire. Donc, on s'arrange toujours dans ce cas-là pour y aller, que ce soit de la part du jeune ou de la part de l'employeur. Voilà, de façon générale, moi, voilà, j'ai eu quelques ruptures moi, cette année. De façon générale, j'ai toujours vu et l'employeur, le jeune, sa famille, si possible, et moi, et pour qu'on voit un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là, et voilà, ce qu'on projette. Donc, il y a des ruptures qui, au final, n'étaient pas ruptures, puisqu'on a réussi à trouver tous ensemble un terrain d'entente et on a réessayé. Et effectivement, il fallait cette réunion-là pour que les choses aillent au bout et de façon correcte. Donc, il y a ça aussi. Et puis, il y a la rupture. Et puis, on fait en sorte que la rupture se passe dans le calme, mais que ce ne soit pas dans l'agressivité ou la rancœur ou je ne sais quoi. Et voilà, de façon à ce que le jeune ne prenne le moins possible cette expérience comme un échec, mais que voilà, qu'il puisse rebondir après. J'invite Madame Durand à prendre la parole pour poser sa question sur les critères d'âge. Oui, bonjour. Oui, je me posais la question pour l'ALFPH, excusez-moi, je ne sais jamais le dire. Je me posais la question jusqu'à quelle limite d'âge, en fait, puisque du coup, je sais que ça concerne les personnes qui sont en apprentissage ou en alternance aussi.
C'est de pour, l'alternance, hein, apprentissage, contrat pro, en sachant que la personne qui est reconnue travailleur handicapé peut, jusqu'à 30 ans, me semble-t-il, entrer en contrat d'apprentissage. D'accord. Donc là, du coup, vous accompagnez, quel que soit l'âge, jusqu'à tant que la personne est en apprentissage ou en formation en alternance? C'est ça. c'est Ouais, ça. je veux juste apporter une précision. Il n'y a pas de limite d'âge pour le contrat d'apprentissage pour une personne ayant une RQTH. C'est ça? D'accord, ok. Donc, elle peut avoir 55 ans. Enfin, Tu m'as alors, c'est devancé. beaucoup plus rare, hein. On est quand même sur un public généralement très, très jeune, mais il n'y a pas de limite d'âge pour le contrat d'apprentissage pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Et excusez-moi, parce que ma question se posait aussi pour les autres dispositifs, c'est pareil, il n'y a pas de limite d'âge parce qu'on parle des jeunes. Moi, j'ai plutôt un public de personnes de tous âges. Et du coup, je me posais vraiment cette question aussi pour la formation accompagnée, pour le PH. Non, il n'y a pas de limite d'âge, en fait. Il n'y a pas de limite d'âge. Non, il n'y a pas de D'accord. limite d'âge. Non, non. Ok, merci. Jusqu'à la retraite. D'accord, bah, ça va durer encore un certain temps. Pas 80 ans. Madame Jouan aussi qui voulait intervenir sur l'accessibilité. Oui, je me permets là, il y a vos coordonnées qui s'affichent à l'écran. Alors, nous, on est en lien avec notre entreprise, avec Gaëlle, Gaëlle Herbeau sur Nord-Cotentin. Donc, je voulais juste savoir qu'est-ce que vous entendez par volet accessibilité, ça veut dire quoi? Et je voudrais revenir sur un point. Ouais. Alors non, c'est une petite précision parce que quand je vous ai présenté la ressource handicap formation tout à l'heure sur les 3 volets, donc il y avait l'appui aux situations individuelles, il y avait la professionnalisation des acteurs et il y avait ce volet accessibilité. C'est vraiment, on est une équipe. Alors Gaëlle est sur une toute petite partie de son temps sur le volet accessibilité puisqu'elle a encore beaucoup d'appui aux situations individuelles et d'accompagnement. Mais le volet accessibilité, c'est vraiment d'aller auprès des organismes de formation, déployer notre plateforme pour rendre accessibles les organismes. Donc là, les personnes qui sont sur le volet accessibilité ne font plus, sauf Gaëlle qui est un peu sur les 2 temps, ne font plus d'accompagnement de situation individuelle, mais font uniquement cette approche accessibilité auprès des structures de formation. D'accord, merci. Et sinon, pour revenir à ma première question tout à l'heure pour Madame Rouland, le premier point que vous avez abordé, vous avez parlé donc d'un dossier en lien avec la GFIP. Est-ce que ça concerne bien la demande d'aide lorsqu'on a un apprenti? Par rapport aux employeurs? Oui, Oui, c'est ça. d'accord. Très bien, merci. Et moi, je voulais faire le retour d'expérience, juste que du coup, avec Gaëlle, le fait d'accompagner les apprentis, ce qui a été apprécié. Donc là, nous, on a notre premier apprenti qui sort. Là, normalement, il va être diplômé. Donc 2 ans sur un CAP. Et en fait, en fin de première année, en juin, Gaëlle se projette, en tout cas, met en réflexion le jeune sur l'après contrat d'apprentissage. Donc même si c'était 1 an après, puisque nous, notre jeune, là, il a 17 ans et demi en juin, eh ben, ça peut être aussi une problématique à un moment donné aussi vis-à-vis des parents. C'est qu'est-ce que notre jeune devient. Bon, là, en l'occurrence, l'entreprise l'embauche en CDI avant ses 18 ans et il souhaitait rester sur l'entreprise adaptée. Mais voilà, c'est vrai que je trouve que c'est plutôt bien aussi qu'elle a ce recul-là. Et vous avez répondu aussi dans ce webinaire à ma question, travailler avec le CFA de Coutances. Et là, on va travailler probablement avec la MFR de Coutances, et elle intervient sur tous les, peu importe le centre de formation ou l'école, en fait, dès lors qu'il y a un jeune en apprentissage et qu'il est en situation de handicap. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Peu importe la CFA, peu importe, voilà. Mais effectivement, les jeunes, la vie ne s'arrête pas après le CAP. Donc, oui, il y a tout un travail autour, et avec la famille d'ailleurs, sur l'après, qui n'est pas vu qu'au mois de juin de la 2e année pour le CAP, bien sûr. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait intervenir? Est-ce que dans le cadre je reviens sur le premier point du RHF, dans le cadre d'un salarié qui va en formation, alors effectivement, je parle pour le A, ce sont des salariés en poste ou des jeunes en apprentissage. Je sais pas, vous avez parlé par exemple un appui humain pour un CACES ou quoi. Est-ce que
une formation qui dure 14h, 21h. Oui, est-ce qu'on peut vous solliciter? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Là, j'ai eu le cas, alors là, on était dans une problématique sensorielle, donc une personne sourde qui était dans une entreprise, qui est dans une entreprise, bah, d'ailleurs sur Bayeux, voilà, elle est dans une maison de retraite, hein, et elle est agent d'entretien, hein, dans la maison de retraite du bâtiment. C'est une personne sourde, elle devait revalider sa formation SST justement dans le cadre de son emploi. Au niveau de l'entreprise, ça se passe bien. Enfin, au niveau de la structure de l'EHPAD, voilà, elle arrive à communiquer. Ils ont trouvé des moyens, il n'y a pas de souci. Sauf que pour une formation professionnelle avec des besoins de compréhension de notions bien précises, voilà, il y avait besoin de ce traducteur en langue des signes. Donc là, on était intervenu effectivement pour qu'elle puisse en bénéficier sur le temps de sa formation, sur sa journée, quoi. Hein, donc, D'accord, d'accord. Merci, mais c'est bon à savoir. D'autres questions? Non, bah, apparemment, mesdames, vous avez été d'une limpidité exemplaire. Ah, ah non. J'ai cru à une question sur le chat, mais non, ce n'est pas le cas. Bah écoutez, comme je le précisais justement dans le chat, les supports vont vous être envoyés là aux participants. La captation de la séance d'aujourd'hui sera disponible prochainement sur le site du Centre Ressources Aramis. Hein. Merci à tous de votre participation. Un grand merci à nos 3 intervenantes et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Merci. À Au bientôt. revoir. Au revoir. merci. Au revoir.